Tout de suite, on parle de l'actu des banques centrales et de la Fed en particulier qui se réunit en ce moment pour la dernière fois de l'année 2017. On en parle tout de suite avec Christophe Barrault. Bonjour Christophe. Bonjour. Chef économiste et stratégiste chez Market Securities, l'un des meilleurs prévisionnistes de la place selon le classement Bloomberg pour ce qui est des États-Unis, pour ce qui est de la zone euro. Alors on ne connaîtra que ce soir l'issue de cette réunion, mais elle ne fait guère de doute. On aura un relèvement de taux. Oui, c'est quasiment une certitude. C'est déjà anticipé par les marchés depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. L'idée, ça va être vraiment de regarder ce qui va être autour de cette hausse de taux, donc vraiment les perspectives à travers la conférence de presse la dernière conférence de presse. C'est ça, sa dernière, oui. Voilà, de Janet Yellen, mais aussi un petit peu avoir en détail les nouvelles prévisions, donc croissance, taux de chômage, inflation de la Fed, mais aussi leurs anticipations de taux pour les années à venir. Il pourrait nous donner des indications. Janet Yellen pourrait nous donner des indications. Il va falloir lire entre les lignes de ce qu'elle va nous dire. Oui, enfin comme un petit peu à chaque fois. L'idée, c'est vraiment de percevoir si la Fed est suffisamment confiante aujourd'hui que l'inflation va réaccélérer. Alors c'est le cas ou pas? Ou est-ce qu'il y a toujours des dissensions au sein des gouverneurs de la Fed? Alors sur le court terme, il y a quand même quelques, je dirais, divergences avec certaines personnes qui sont prudentes parce que on a une inflation qui est toujours sous la cible des 2% et d'autres personnes qui se disent que voilà, tôt ou tard, on va avoir cette inflation qui va converger vers les 2% parce qu'on a une croissance qui est plutôt soutenue. On a eu depuis la dernière réunion un chiffre assez positif sur le T3 qui a été révisé en hausse. On a des chiffres sur la consommation qui sont relativement solides avec les ventes de Thanksgiving notamment. Et on a aussi un nouveau facteur qui est la réforme fiscale qui a quand même une probabilité nettement supérieure de voir le jour à très court terme. Ça pourrait être inclus justement dans les prévisions de croissance de la Fed, là, voilà. Alors que jusqu'à maintenant, elle ne l'incluait pas? Alors il y avait certains membres qui commençaient à le prendre en compte, mais d'autres qui pour le coup, on l'a vu à travers les minutes de septembre, donc le dernier moment où ont été publiées les prévisions de la Fed, où certains n'étaient pas du tout confiants. Donc là, l'idée c'est de savoir si on va avoir une remontée, une anticipation justement de cette réforme fiscale dans les prévisions, donc surtout 2018, 2019, 2020 et même peut-être sur le long terme. Surcroît de croissance de combien en 2018? Alors on peut s'attendre à ce que ce soit pris en compte pour une partie, donc peut-être 0,1 ou 0,2%, parce que je pense qu'ils vont quand même attendre que ce soit officiel. Et puis on attendra aussi de voir le contenu de cette réforme fiscale. On va en parler, on va dire où elle en est cette réforme fiscale, mais un petit mot quand même de ce qu'on peut attendre en termes de relèvement de taux l'année prochaine de la Fed. Alors aujourd'hui, 2, 3 plus. La Fed anticipe 3 relèvements de taux. L'idée, ça va être de voir si on ne va pas avoir une inclinaison justement vers un 4e relèvement de taux, sachant que donc les prévisions de croissance, on est quasiment certain qu'elles vont être revues en hausse pour l'année prochaine. La question, c'est sur le marché de l'emploi. On est à peu près certain que le taux de chômage, les anticipations vont baisser, comme l'ont reflété les derniers chiffres. La seule discordance, c'est est-ce que ce sera suffisant pour que l'inflation converge dès l'année prochaine vers les 2%. Et si c'est le cas, on peut éventuellement avoir, je dirais, une légère inclinaison vers 4 relèvements de taux. Très bien. Pourtant, le dollar baisse, mais il baisse pour d'autres raisons. Là, il y a eu ce revers au Sénat pour le Parti républicain qui n'a désormais plus que 51 sièges. Pour autant, ça ne va pas gêner le passage de la réforme fiscale. Là, c'est bien parti pour que cette conciliation aboutisse entre les deux chambres. Alors l'idée, c'est que la conciliation se réalise rapidement, que ce soit ensuite le texte soit revoté à la Chambre des représentants et au Sénat avant d'être présenté au président pour signature. Concernant l'Alabama, on sait qu'il va y avoir une certaine période, je dirais, de temporisation entre l'officialisation du résultat et la prise de siège. L'arrivée du nouveau sénateur, exactement, démocrate. Donc qui est censé, il faut que les comtés vérifient les résultats. Donc ça se fera d'ici la fin de l'année et ensuite il faut qu'il y ait une nouvelle session du Sénat qui peut théoriquement arriver début janvier. Début janvier. D'où la nécessité aujourd'hui des Républicains de passer cette réforme fiscale avant la fin de l'année. Sinon, c'est l'objectif de Trump, l'avoir sur son bureau même avant Noël. Voilà. Noël, c'est dans une dizaine de jours. Exactement. Donc c'est réaliste ça, parce que où en est justement la conciliation, On rappelle que c'est la Chambre des représentants qui, la première, a voté sa version de la réforme, et puis dernièrement, là, le Sénat
il va bientôt y avoir quoi, 2 semaines en cette fin de semaine. Il y a beaucoup de choses, sont deux textes très différents qui vont demander beaucoup de travail pour arriver à une sorte de synthèse. Alors très différents peut-être pas, mais il y a quand même certains points, je dirais, de divergence, notamment au final quel sera le niveau de taxation des entreprises. On partait sur 20%, certains ont évoqué 22%, d'autres ce matin c'était plutôt 21%. On a aussi des questions sur les impositions sur les plus hauts revenus. Est-ce que ce sera 39,6? Est-ce que ce sera 37%? On a aussi des questions sur tout ce qui est abattement au niveau local et régional. Donc ça, voilà, c'est quand même des points qui restent à, je dirais, c'est bon pour les classes moyennes ou pas tant que ça? C'est l'électorat de Trump quand même. Pour les entreprises, c'est plutôt un très bon point. Pour les classes moyennes, il faut regarder ce qui peut se passer sur les 10 prochaines années. Alors on sait que sur le court terme, et je crois jusqu'à 2019-2020, c'est positif pour tout le monde, mais surtout positif pour les gens les plus fortunés. En revanche, si on regarde à échéance 10 ans et on regarde, je dirais, tout ce qui est taxation sur les revenus des ménages, il y a un peu moins de 50% des ménages qui vont voir leur impôt augmenter finalement. Ah d'accord. On en revient aux entreprises. Il y a des secteurs qui vont être plus gagnants que d'autres? Alors, on peut... Parce qu'on assistait à un début de rotation sectorielle à Wall Street là, entre les technologiques et les banques, et on disait oui, ce sont les banques qui vont en profiter. Bon, il y a aussi l'aspect d'une réglementation moins forte dans le secteur bancaire, mais il y a aussi des secteurs qui gagneront moins que d'autres de cette réforme fiscale. Alors après, il faut prendre en compte toutes les déductions. Donc il y avait des déductions, justement, il y a un questionnement sur toute la partie technologique, investissement en recherche-développement qui pouvait être converti en abattement. Donc qui a été plus ou moins enlevé dans la version du Sénat. Donc ça, il y aura un questionnement là-dessus. Il y a un questionnement aussi sur tout ce qui est taxe sur la rapatriation des capitaux. Quel sera le taux mis en place? Et donc ça va favoriser plutôt les entreprises qui ont des capitaux à l'extérieur. Donc ça, pareil, ça peut faire une petite dichotomie au sein des secteurs. Donc tout ça, voilà, on peut avoir encore des questions au niveau des détails et donc au niveau sectoriel, mais aussi au niveau global, puisque si c'est un taux de 22% sans les abattements, au final, c'est plutôt, je dirais, un effet signal que dans le réel, on devra avoir quand même une réduction fiscale, mais peut-être moindre que ne laisse transpirer, je dirais, les gros titres. Donc la loi signée d'ici la fin de l'année, ça c'est réaliste, et les réformes vont être beaucoup plus difficiles à partir de janvier, lorsque le Sénat, le Parti républicain n'aura plus que 51 sièges. Ça concerne quoi comme réforme? Parce qu'on a l'impression que c'était la principale, la réforme fiscale. On ne parle même plus de la réforme de l'Obamacare. Clairement, je pense que la réforme fiscale, c'est l'enjeu principal des Républicains. C'est ce qui peut avoir le plus gros impact sur C'est pour ça que les marchés, finalement, ne sont pas spécialement affectés par cette défaite en Alabama. À la limite, les marchés pourraient même être affectés positivement, dans le sens où ça va forcer justement un compromis peut-être un peu plus tôt qu'on ne l'aurait anticipé. Le consensus des économistes, c'était plutôt, voilà, on va avoir une réforme fiscale, ça va être difficile, ça va être lent, il va falloir se mettre d'accord, ce sera plutôt première partie 2018. Or, avec cette élection et justement je dirais cette limitation dans la marge de manœuvre des Républicains, on aura vraiment, je dirais, une obligation de réaliser cette réforme fiscale avant la fin de l'année, de la mettre en application le plus tôt possible, et c'est ce qui peut leur permettre de conserver, je dirais, un certain soutien populaire pour les élections de mi-mandat, donc de novembre 2018. Novembre 2018, on se projette maintenant à novembre 2018. Merci beaucoup Christophe Barraud pour toutes ces explications, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Avec plaisir.